Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Faustine Austerlitz, ostéopathe et astrologue. C'est ça. Bonjour Faustine, Salut Benjamin. merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à exercer ces deux activités ? Oh mon Dieu, pas simple comme question. Je crois que les deux, c'est relié par le souci de l'humain, de ce qui fait sens pour l'humain par rapport à son environnement, par rapport à la planète, et par rapport à ce qui nous dépasse, par rapport à ce qui est plus invisible. J'aime bien ces liens entre le visible et l'invisible, entre notre réalité très concrète, matière, pragmatique, et ce qui nous élève un petit peu plus. Et dans les deux activités, je retrouve un petit peu ça. Mais j'ai commencé par l'ostéopathie. J'avais envie d'être au service, de contribuer à quelque chose, et de ne pas être salarié. Et dans un rapport, je crois, très au plus simple. Et l'avantage du corps, c'est que ça ment jamais. C'est simple. C'est très compliqué, c'est une machine très complexe, mais c'est simple. Et ça, c'est très plaisant. Et puis, ça ramène de la santé. Et justement, l'ostéopathie, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en détail ? Et toi, quelle forme tu pratiques et qu'est-ce que c'est plus précisément pour ceux qui pourraient ne pas connaître ? Alors, l'ostéopathie, à la base, c'est fondé par un monsieur qui s'appelle Andrew Taylor Still, qui a été inspiré par... qui était médecin, et qui a été beaucoup inspiré par les autres médecines des autres peuples, notamment les Indiens d'Amérique du Nord, si je ne dis pas de bêtises. Et il s'est rendu compte graduellement que ce que proposait la médecine à son époque n'était pas tout à fait suffisant et on pouvait approcher le corps humain d'une autre manière, et donc en soignant uniquement avec les mains. Donc il a développé comme ça toute une approche. Après, il a eu des élèves qui ont continué de tirer un peu le fil de cet enseignement-là. Ce qui fait qu'en ostéopathie, on est capable de traiter différentes choses. Évidemment pas avec des médicaments, simplement avec des manipulations. Il y a plein de techniques différentes. Mais l'idée, si tu veux, c'est d'essayer de rétablir l'équilibre dans le corps, en le considérant surtout de manière globale. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attacher à être sur le symptôme. C'est pas parce que le symptôme est à un endroit que ça veut dire qu'il y a un problème nécessairement à cet endroit-là. On essaie d'avoir vraiment l'humain dans sa globalité. C'est holistique. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que du coup, ça inclut un peu, comme je disais tout à l'heure, les différentes dimensions de l'être humain. Donc le plan purement physique, si on reprend l'ostéopathie plus spécifiquement, la structure ostéo-articulaire, mais aussi les fascias, le fonctionnement des liquides, du cerveau, le fonctionnement vasculaire, enfin tout ça, ça participe. La dimension émotionnelle qui participe forcément. Et forcément, alors ça c'est mon point de vue, mais quand on part du corps, on arrive forcément à cet émotionnel, au fonctionnement psychique, mais on arrive pour moi une dimension spirituelle en quelque sorte, parce que le fondateur de l'ostéopathie, il disait que c'était une science, un art et une philosophie. J'adore cette définition. Et c'est tout à fait juste. C'est une science parce qu'on se base vraiment de la même manière que les médecins sur l'anatomie du corps humain, sa physiologie et compagnie. Mais on cherche aussi, de ce fait, en fait, ça nous amène à une certaine manière de regarder la vie, l'être humain, et de le géolocaliser aussi dans l'univers, dans son environnement. Voilà, donc j'aime bien cette définition. Une science, un art et une philosophie. Et cet attrait justement pour cette science, cette vision globale, tu l'as toujours eu ou comment c'est venu cet attrait pour l'ostéopathie déjà pour commencer ? Pour l'ostéopathie, ça n'a pas été immédiat. J'avais pas ce truc, tu sais, qu'ont certains, genre à 7 ans, c'est « Oh, je sais que je veux faire ça ». Mais par contre, j'avais plutôt des rêves de quelque chose qui soit utile, qui soit au service et qui soit au contact de l'humain ou des animaux. Tu vois, il y avait un rapport, l'humain, les animaux, la nature. Voilà, il y avait un petit peu ça qui traînait. Mais quand il s'est agi de faire un choix d'études, je suis pas partie du tout là-dessus. J'ai fait 2 semestres de droit, ce qui n'a pas grand-chose à voir. Et en fait, le point commun, c'est que
pour moi, dans les études de droit, il y avait quelque chose qui se rapportait à la justice et à l'équilibre. Bon, il s'est avéré que j'ai tiré la conclusion, je ne sais pas si elle est parfaitement juste, mais en tout cas c'est la mienne, que le droit n'est pas la justice. Voilà. Mais par contre, j'avais quand même cette aspiration à essayer de contribuer à ce que les choses soient en équilibre. Et donc j'ai essayé de reconnecter ce que j'aimais quand j'étais plus petite. Alors il y avait la créativité, les arts et tout ça, j'ai toujours adoré. La littérature, j'ai adoré la philo. Et je voulais être au contact, voilà, soit de la nature, soit des animaux, soit des humains. Et c'est venu petit à petit en cherchant un peu, ah mon Dieu, où pourrait être ma vocation, que j'ai trouvé dans l'ostéopathie un support qui a priori collait pas mal à ce que j'avais envie de faire. Je retrouvais, tu vois, ce côté manuel que j'ai toujours aimé parce que je dessine, parce que voilà, tout un tas de trucs comme ça. Donc c'est l'aspect art dont je parlais. Il y a un aspect philosophie de l'humain et de la vie. Bingo, ça tombe dans l'ostéopathie. Et il y a un aspect plus rationnel et plus scientifique qu'on retrouve également tout à fait dans l'ostéopathie. Et j'aime bien avoir cette base, tu vois, de quelque chose d'assez pragmatique, d'assez facile à comprendre, d'assez cohérent, tu vois, où on peut en discuter avec quasiment tout à chacun. On n'est pas sur un truc complètement flyé, perché. Tu vois, on a vraiment j'aime bien cette idée d'avoir une base, un socle qui est solide. Et l'ostéopathie propose ça, parce qu'il y a une recherche scientifique derrière, et puis il y a des techniques qui sont appliquées, qui sont enseignées, etc. Et de là, de pouvoir, quand on a une base solide, et ben après on peut déplier les choses, et puis après chaque ostéopathe fait un peu à sa sauce, évidemment. Donc voilà. Et du coup, dans l'ostéopathie, il y a différentes approches, j'imagine, pour connaître un peu la tienne. La tienne est vraiment très, très douce. Et Ouais. est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de ces différents courants et de toi, ton approche à toi? Carrément. Oui, c'est vrai qu'il y a tellement de techniques en ostéopathie que des fois, on se dit, mon Dieu, c'est même pas le même métier. On va dire qu'il y a 2 grandes catégories de techniques en ostéopathie. Tu as d'un côté les techniques dites directes et les techniques indirectes. Les techniques directes, c'est un peu la représentation qu'on en a la plupart du temps, qu'on voit dans les films. Donc, technique directe, c'est je vois un blocage, je pousse contre le blocage. Donc, je vais faire craquer une vertèbre, je vais appuyer sur le muscle un peu fort. Voilà, on va avoir une approche qui est souvent un peu plus structurelle, quoi, un peu plus dirigée contre un blocage. Dans les techniques indirectes, c'est l'exact inverse. Et ça a l'air bizarre, mais ça marche. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller contre le blocage, on aide le corps à aller dans le mouvement qui est facile pour lui. Et le corps est magique, ce qui fait que quand on est au bout de ce mouvement dans lequel il peut aller, il fait comme un reset sur un ordinateur. Tu vois, il y a un peu ce principe de, au bout d'un moment, quand c'est au bout, ça s'arrête, ça se calme, on appelle ça un still point. Et après, ça se redéclenche dans le sens de la santé. Quasiment pas tout seul, parce qu'on a les mains en soutien de ce processus-là, mais le principe d'auto-guérison du corps est toujours actif, et dans les techniques indirectes, on s'en sert beaucoup. Donc tu vois, c'est un peu cette image de gentiment aider le corps à être en soutien du système pour qu'il se réaligne vers la santé. Et alors moi, je suis plutôt dans cette deuxième approche, parce que je suis assez convaincue que l'intelligence du corps est bien supérieure à notre intelligence cognitive, et que si on lui fait confiance, il sait très bien faire. Il cherche toujours l'homéostasie, qui est l'équilibre de tous les systèmes dans le corps humain. Et donc si on peut simplement être là pour l'aider à réenclencher ce mécanisme-là, moi je trouve ça génial. Et dans ces techniques indirectes, il y en a plusieurs. Les plus connus, on va dire que c'est les techniques dites de tissulaire, où on travaille avec les fascias. Et moi, ce que je pratique, ça s'appelle de l'ostéopathie biodynamique. Comment résumer ? En fait, on travaille avec le mécanisme respiratoire primaire. Donc, c'est effectivement très doux, ça a l'air très tranquille. Certains te diraient « Oh là là, mon Dieu, elle fait rien ». Mais parce que le système respiratoire primaire, c'est ce qui apparaît en tout premier dans la construction embryologique. En gros, c'est tout ce qui n'est pas commandé par le cerveau. Ça fait pas beaucoup de trucs, mais c'est essentiel. Donc tu as par exemple le mouvement du liquide céphalorachidien, le mouvement de tension réciproque entre le crâne, le sacrum. Bon, je passe un peu les détails techniques, mais en gros, c'est comme si on cherchait à aller au plus profond du système, dans le cœur du système, comme l'unité centrale d'un ordinateur.
on va se le dire comme ça. On cherche à aller au cœur de l'unité centrale et d'aider à ce niveau-là. Et après, de lui-même, en fait, le corps, il va rediriger la santé vers la périphérie. Tu vois un peu cette image-là. Moi, il me semble que... Bon, après, on pourrait avoir des débats, hein, tu vois, on aurait un autre ostéo avec nous, il donnerait un autre point de vue, bien évidemment, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, à quoi ça sert de s'énerver sur le clavier de l'ordinateur si ton unité centrale, elle est cuite? Moi, j'aime bien aller chercher dans l'unité centrale, faire que ça se redéclenche à cet endroit-là, plutôt que de s'énerver à l'extérieur sur le symptôme. Après, c'est des techniques qui sont bien, qui conviennent à plein de gens, et il faut tout pour faire un monde, et donc c'est parfait, mais c'est vrai que moi j'ai un peu plus ma sensibilité va plus vers cette idée de faisons confiance à l'intelligence du corps. Il est parfaitement fait. Et juste si on se met à l'écoute de ça et simplement qu'on soutient, il se passe des trucs super. Et l'avantage de ces techniques-là, c'est que du coup, ça permet d'aller chercher à déverrouiller des choses au niveau du corps, dans le système, qui sont plus profondes que si simplement on voulait faire cracouiller une vertèbre. Ça permet d'aller travailler les schémas de naissance, donc chez les tout petits, tu vois, ça peut être super intéressant. On peut essayer de traiter des céphalées, des migraines, des problèmes de constipation, des choses qu'on ne réglerait pas si seulement on s'énervait sur la structure. Donc j'aime bien cette idée-là. Ouais. Quand tu parles des schémas de naissance, tu peux nous détailler un petit peu ce que c'est? Alors j'appelle schéma de naissance les traces qui demeurent dans le corps suite au processus de la naissance. Donc on en a tous, qu'on soit né par voie basse, par césarienne, etc. On garde comme une espèce d'empreinte dans nos tissus de ce qui s'est joué mécaniquement à ce moment-là. Donc c'est évidemment pas pareil chez tout le monde, même si les processus de naissance se ressemblent. Tiens, on n'a pas tous coincé au même endroit. Il y en a pour qui ça a été très vite, d'autres pour lesquels ça a été très long, d'autres chez qui il a fallu mettre des forceps, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, ça reste comme en mémoire au niveau de la formation structurelle du corps. Et c'est des choses qui ont tendance à conditionner après notre fonctionnement, même mécanique. Je crois que c'est Bernard Monteau qui a travaillé sur les processus de naissance, qui disait la manière dont on naît, ça conditionne la manière dont on vit après. Et ça peut être des trucs intéressants à traiter dès le début. Alors chez les petits, mais même après chez les adultes, c'est des choses qu'on peut retrouver. Alors peut-être pas au premier abord sous les mains, ça te saute peut-être pas directement dans les mains, mais ça peut être le lieu de premier conditionnement. De la même manière qu'on prend des filtres psychique et émotionnel au moment de la naissance, ça pareil, Bernard Monteau l'a travaillé, on peut se retrouver avec mécaniquement des espèces d'empreintes, et ça peut être chouette à dénouer de temps en temps. Ça peut éviter des petites scolioses, des petits soucis de mâchoire, des dents qui se mettent pas bien, les yeux qui partent en astigmatie, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Et donc du coup, j'imagine que dans toutes les personnes que tu rencontres et tout ce que tu peux voir, il y a des schémas, des patterns qui se répètent souvent, ou c'est très varié à chaque fois ou... Bonne question. Il y a des tendances. On retrouve des tendances. Quand on est surtout sur des schémas comme ça de naissance ou des traces de construction embryonnaire, grosso modo, un embryon se déplie toujours un petit peu de la même manière. Et logiquement, on est toujours à peu près de la même manière. Tu vois, il y a des processus de torsion, etc. Donc ces grandes lignes, on va les retrouver. Mais par exemple, on ne les retrouve pas chez les bébés césariennes. Ça va être autre chose qui va se jouer, puisqu'ils ne sont pas passés par la voie basse, donc cette espèce de mouvement de torsion, tu vois, on est un peu ratatiné dans le bassin maternel et il faut faire un effort comme ça pour sortir. Sur un bébé césarienne, t'as pas ça. Tu vois, donc on trouve effectivement des grands patterns, ouais, c'est le terme, mais avec nos petites spécificités, tu vois. Quel émotionnel était là au moment de la naissance, comment ça a été vécu par la mère, comment ça a été accueilli par le personnel soignant souvent. Et alors on n'a pas accès à tout en ostéopathie, hein. Moi en général sous les mains j'aime même dire que c'est le corps qui propose, et puis avec ce qui est là pour lui à l'instant T. Mais la naissance est un truc absolument magistral à étudier, à travailler et à accompagner avec beaucoup de soins et beaucoup de sacré. Je sais pas si on en manque un peu, je crois, aujourd'hui, dans certains contextes. Mais c'est un moment névralgique, quoi. C'est le premier gros traumatisme de la vie, quand même. On se fait un peu
essoré à la naissance. Mais c'est aussi un moment hyper particulier qu'on retrouve évidemment en astrologie, puisqu'on travaille. On va travailler évidemment avec ce moment de la naissance aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de l'astrologie et comment t'en es venu aussi à cette passion et ce travail? Alors ça, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard, quand j'avais 21 ans. J'ai eu la chance d'être mise en contact avec une des plus grandes astrologues européennes de notre siècle, qui a travaillé sur mon thème astral. Et j'ai été hyper agréablement surprise. J'y allais avec un a priori monstrueux, mais vraiment un peu, tu sais, comme on y va tester le folklore à la mode, tu vois, en me disant un peu genre, wesh, bon, qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais ça avait l'air marrant. Donc comme ça a l'air marrant et que beaucoup de choses m'intéressent, j'y vais. Et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça a été un entretien où je m'attendais à ce qu'on me dise un petit peu t'es comme ci, t'es comme ça, les astres te prévoient ceci, cela, patati patalo, tu vois, quelque chose d'un petit peu folklorique. Et en fait, pas du tout. Je me suis retrouvée donc avec cette dame qui s'appelle Fanchon Pradalier-Roy, où c'était vraiment une consultation hyper vivante, très au présent et très ciblée sur le fonctionnement intérieur. Comment est-ce qu'on est composé énergétiquement, quelles sont les tendances psychiques, les défis peut-être émotionnels, tu vois, quelque chose d'assez holistique. Et finalement, j'ai trouvé d'assez ancré, quoi, d'assez réel. Pas à faire des plans sur la comète, pas non plus à faire des projections, mais vraiment essayer de cibler comme quelqu'un qui te présente un miroir, tu vois. Un miroir dans lequel tu t'es jamais vu, où tu te dis « Oh tiens, c'est vrai que... Ah oui, je me vois différemment ». Et j'ai trouvé ça assez chouette parce que c'est une manière de réapprendre à s'aimer aussi. Finalement, c'est pas... je me suis pas dit en sortant de cette première consultation, genre oh, révélation de ma vie, c'est incroyable, j'avais jamais... Non, en fait, c'est que des choses qu'on sait. Mais de se les entendre dire à travers ce miroir-là de l'astrologie, du thème natal, etc., c'était apaisant. Et ça ouvrait beaucoup les perspectives, tu vois. Je crois que je suis sortie avec un espèce de oh bah c'est vrai que je suis ouais, j'ai plein de défauts, mais je suis chouette, enfin c'est chouette, c'est bien fait, c'est, tu vois, quelque chose d'assez apaisant. Et j'ai gardé le contact avec cette dame. On faisait tous les ans, tu peux faire un petit focus sur les énergies de ton année, etc. J'avais gardé ça. Et il y a en 2019, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'inspiration de me dire « Oh, j'apprendrais bien un peu plus en détail ». Parce qu'à chaque fois, c'était elle qui me faisait une consultation. J'étais là « Oh, mais ça a l'air marrant en fait, parce que c'est du symbole. L'astrologie, c'est un langage. » Et j'ai beau être une énorme quiche en langue étrangère, je me suis dit « Tiens, ce langage-là, ça me déplaît pas. Il y a du symbole, donc il y a du dessin. » Tu vois, je reconnectais un peu des trucs que j'aimais bien quand j'étais enfant et encore aujourd'hui. Et j'ai commencé à apprendre cette discipline qui est franchement complexe. Il y a beaucoup de choses. C'est réapprendre un langage, mais avec un vocabulaire... j'ai jamais appris le russe, mais mettons que c'est pas de l'anglais, quoi. C'est plus du russe, à la base. Et ça a été hyper chouette comme enseignement. Et surtout, j'ai été très vite. Comme si le fait que ça passe par un langage symbolique, ça me donnait... c'est un langage qui faisait le lien entre toutes les disciplines et toutes les choses que j'avais déjà pu connecter avant. Je me suis intéressée au yoga, à la kabbale, au chamanisme, à l'ayahuasca, tu vois, plein de choses différentes. Et tout ce que j'avais pu retenir de ces enseignements et dans la manière de voir la vie, l'univers, le corps humain, tu vois, je connectais aussi avec ma profession d'ostéopathe. Il y avait là un langage symbolique qui marchait assez bien, qui parlait de tout ça. Et du coup, en apprenant, j'avais l'impression de redécouvrir quelque chose que tu sais déjà, tu vois, un petit peu. Du coup, c'était très agréable. J'ai beaucoup aimé cette sensation-là. Et puis, que ça ouvrait aussi comme perspective et comme manière de regarder l'être humain encore sur d'autres niveaux que j'avais peut-être pas forcément explorés. Donc, c'était une super découverte. Et en fait, très rapidement, c'est devenu
quasiment un métier, quoi. C'est devenu un métier. J'ai écrit un livre avec la femme qui m'a enseigné, qui est maintenant une collègue et une amie dont je parlais tout à l'heure, Fanchon. Et donc on a écrit un livre en commun et maintenant on donne des cours, on fait évidemment des consultations individuelles, etc. etc. Et on travaille avec un collectif de 3 astrologues, moi comprise. Voilà. Et justement, cette rencontre, cette découverte, tous ces liens, j'imagine que toi, qui as une vision aussi à la base très cartésienne, besoin de mesurer, justement, comment est-ce que tu as mis du sens sur cet autre langage que tu comprenais peut-être pas au début? En fait, je sais pas si j'arriverais à dire que je suis cartésienne parce que, tu vois, je pense qu'on demanderait au voisin du dessous, il dirait non, non, celle-ci, elle n'est pas cartésienne du tout, elle est peut-être potentiellement cinglée. Mais, et il a peut-être raison, qui sait. Mais en fait, pour moi, c'est tant qu'on a une base de quelque chose de... Je crois que je suis pragmatique plus que cartésienne. Pour moi, on a une base de principes qui tiennent la route. On a un cadre. Une fois qu'il y a quelque chose qui est sécurisant comme ça, pour moi, c'est une énorme liberté. Parce que ça permet après d'ouvrir, tu vois, un peu l'espace, d'ouvrir les champs de conscience, d'aller explorer. Tu sais que tu vas toujours retomber, au pire, sur ton cadre, tu vois. Et du coup, en astrologie, alors on en a une vision qui est souvent un petit peu déformée, on ne sait pas souvent très très bien ce que c'est. Mais je retrouve des principes qui, moi, me sont chers. C'est-à-dire que, par exemple, c'est la liberté du sujet qui est au centre. On n'a pas à faire sur les gens des projections. On est qui pour dire à quelqu'un « tu es comme ci, comme ci, comme ci, comme ça ». Mais ça, quel est l'intérêt ? Moi, j'en vois aucun. Par contre, de remettre la personne qui, par exemple, consulte au centre en la reconnectant, mais vraiment complètement à sa liberté de choisir ce qui lui arrive, ça me tient à cœur. Et c'est pas du tout paradoxal avec le langage symbolique qu'on propose. C'est pas parce qu'on propose tiens, je te fais essayer des lunettes bleues, des lunettes roses, des lunettes dorées, etc. Tu vas te voir de manière différente. Mais tu restes libre de les enlever, de choisir d'en changer, d'aller marcher avec telle lunette sur tel chemin. Si tu veux, un thème natal, c'est une carte. C'est une carte, donc ça nous dit pas quel est le chemin. Ça nous dit voilà les champs d'expérience qui s'étalent devant toi, par exemple. Donc il y a ce principe de liberté qui est vraiment au centre, qui moi me tient à cœur. Et puis je retrouve ce deuxième truc qui me tient à cœur, qui est l'utilité pour la personne. J'adore les belles histoires. On peut tous se raconter plein de trucs. On peut aller sur les vies antérieures, sur les différents chamanismes, sur tout ce qu'on veut. Pourquoi pas ? C'est une belle histoire. So what ? À quoi ça sert, en fait ? À quel moment ça te rend plus libre ? Ça te rend plus heureux ? Ça te rapproche de ton soi, de ton être véritable. Et l'astrologie, pour moi, c'est un outil comme ça de reconnaissance de soi. Pas juste de sa petite personnalité, mais de tout, de notre vastitude. Voilà, j'invente des mots. Tu vois, ça redonne un petit peu la dimension vaste d'un être humain en lui laissant toujours le choix. Donc, pour moi, tu vois, c'est vraiment quelles que soient les pratiques ou les connaissances ou les disciplines que je peux approcher, ça, c'est toujours un truc que je vérifie. Est-ce que l'être est rendu plus libre, plus joyeux d'être exactement qui il est, d'être exactement ce qu'il est en train d'être. Et est-ce qu'on lui redonne des moyens, on lui redonne du pouvoir, de l'empuissancement, tu vois. Et l'astrologie, c'est comme ça que j'aime la pratiquer. Et finalement, avec l'ostéopathie, alors je sépare les deux activités, mais en fait, forcément, dans mon cœur, elles ont un lien. C'est la même chose. C'est pour ça que j'aime pas, personnellement, appliquer des techniques directes sur les gens, comme si moi, je savais mieux que toi que cette petite vertèbre, elle ne devrait pas du tout bloquer. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Si elle bloque, c'est le même principe qu'un fusible de sécurité sur un tableau électrique. Si ça saute, mais c'est une protection. Donc qu'est-ce que je vais aller taper dessus ? Mon Dieu. Et en astrologie, je retrouve ça. C'est pas, je vais pas aller projeter sur l'aide de tu es comme ça, tu as tel problème, et donc voilà, débrouille-toi avec ça. Mais mon Dieu, au secours. Non, l'idée c'est de regarder ce qu'il y a, d'être très... En fait, c'est là que pour moi c'est pragmatique, c'est que c'est le réel. Qu'est-ce qui est factuel ?
factuellement comment ça fonctionne pour toi, qu'est-ce qui résonne, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les moyens ? Comment on se réempouvoir à partir de la carte, entre guillemets, qui nous est donnée au démarrage. C'est un peu ça l'idée. Ça répond à ta question ? Oui, ça y répond, mais du coup, j'en ai d'autres. Et justement, pour revenir sur les racines de l'astrologie, et qu'est-ce que c'est plus précisément, parce que il y a toute l'image qu'on s'en fait, mais voilà, pour toi, l'astrologie, ses racines, qu'est-ce que c'est et ce qu'il y a derrière ? Alors, les premières traces d'astrologie, on les trouve quasiment en même temps que les premières traces de l'écriture, moins 3000. Donc, ça commence à remonter. Faut croire que de tout temps, l'homme a eu besoin de mettre du sens sur ce qui lui arrivait. Donc, c'est très ancien et c'est une discipline qui est donc un langage symbolique qui utilise l'astronomie, donc qui est vraiment la part science de l'astrologie, c'est l'astronomie. On a besoin de cette base, sinon on part dans tous les sens. Mais c'est une discipline qui reprend, qui colle, si tu veux, un langage symbolique sur les phénomènes scientifiques. L'intérêt du symbole, c'est que c'est cultivé par l'intelligence humaine depuis 3000 ans. Et l'intérêt du symbole aussi, je trouve, c'est que ça permet de chanter un peu le mental. C'est-à-dire que si je te sors un symbole, le mental, il peut partir dans tous les sens parce qu'on va pouvoir avoir plein d'interprétations, on va chercher plein de trucs, etc. Mais ça ouvre des mondes, les symboles. Et donc, c'est un langage, l'astrologie, fait de symboles et qui utilise la science. C'était quoi ta question ? Justement, l'astrologie plus en détail. Oui, ok. Et du coup, à l'origine, il y avait un petit peu ça part un petit peu de cette idée-là. Après, au fil des siècles, évidemment, c'est enrichi toujours par l'intelligence humaine, ce que les humains captent des mystères de l'univers, selon les civilisations, etc., etc. Et c'est vrai qu'après, on est arrivé, alors surtout 19e siècle, on est arrivé à faire de l'astrologie quelque chose de très, très événementiel. D'ailleurs, on a eu des présidents qui demandaient à des astrologues alors là, qu'est-ce qui va se passer, etc. Machin. Mais alors, moi, c'est pas ce qui m'éclate dans l'astrologie, j'avoue, le côté très événementiel. Je crois qu'on est très, très en dessous de ce que peut proposer la discipline. Parce qu'en réalité, les manifestations, on n'en sait rien. Parce que la liberté de l'être est toujours au centre. Donc, si tu veux, l'astrologie, il me semble, là, pour le 21e siècle, elle a tout intérêt, c'est qu'un point de vue, mais elle a tout intérêt à retrouver cette dimension vraiment holistique et pas juste d'aller faire de la voyance ou des trucs comme ça. L'astrologie, ça n'est pas de la voyance. Vraiment pas. Si vous voulez savoir quand est-ce que vous voulez vous marier, faut pas aller voir un astrologue. Allez voir une voyante, oui, je sais pas quoi. Mais c'est vraiment pas fait pour. Pour moi, l'astrologie, c'est pas... on peut travailler au niveau des civilisations, avec les grands cycles, on retrouve des trucs absolument fascinants avec l'astrologie, mais juste savoir qu'est-ce qui va se passer, pour moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, comprendre ce qui est au présent, waouh, ça c'est ouf. Enfin, c'est mon point de vue, évidemment. Et donc, d'une astrologie très 19e siècle, comme ça, très prévisionnelle, très, très événementielle, petit à petit, il y a des grands astrologues, certains qui sont décédés maintenant, mais d'autres qui continuent de porter un peu ce mouvement-là, de revenir quand même à une discipline qui permet de voir un peu plus large, quoi. Et donc, il y a différents courants, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas de la voyance. Il me semble que c'est pas du folklore trop non plus. Et que ça peut vraiment être employé comme un outil comme un chemin de conscience, quoi. C'est un outil de reconnaissance de soi et de comment j'arrive à me regéolocaliser entre moi et les autres, moi et le collectif, moi et la Terre, moi dans mon projet de génération, parce qu'on est par génération, alors qui ne sont pas des tranches de 20 ans comme les générations traditionnelles classiques, mais qui sont des générations astrologiques. Et c'est quoi les projets en fait de tout ça, et comment du coup je peux me mettre en conscience de ce qui est là, et du coup être plus libre. Plus on est conscient, plus on est libre.
Charles Vouga, qui est un très très grand astrologue dans la lignée duquel je travaille avec mes 2 collègues, il disait « Connais la loi et la loi t'affranchira ». Donc c'est tiré aussi un peu de la Bible, mais connais la loi, c'est ça. L'astrologie, ça permet de connaître quelle est notre loi à chacun et en groupe. Et plus on connaît la loi, plus on est libre. C'est un peu ce mouvement de... Si on arrive un peu crucifié, on peut tout à fait passer au-dessus de sa croix, pour reprendre une métaphore, en gros. Et justement, parmi les choses qui t'ont fasciné dans l'astrologie, est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes ? Il y en a plein. Il y en a plein. J'aime vraiment beaucoup ce mélange entre... si par exemple on prend un thème natal, on se dit ok, c'est ma carte. Ok, ça me dit pas quel est le chemin exactement, mais ça me donne quand même une horloge, un certain timing. On est tous chacun calés sur certains cycles, on n'a pas la même dynamique, etc., etc. Donc il y a quand même quelque chose de donné, comme si l'âme s'était choisi quelque chose pour cette vie. Le mélange entre ça, qui est une carte, et la liberté, je trouve ça génial. On peut partir avec... Si on prend par exemple 2 personnes qui sont nées le même jour, la même heure, elles ont la même carte du ciel, au même endroit. C'est la même carte du ciel, mais c'est pas la même âme à bord. Donc ça donne pas forcément la même chose. Et j'aime beaucoup ça parce que ça souligne encore une fois à quel point on est libre et à quel point c'est nos choix qui déterminent et que le chemin, même s'il y a vaguement une route de tracé, le chemin c'est vraiment nos pas qui les font. Ça, je trouve ça fascinant. Et j'aime beaucoup cette... tu vois, je parlais des projets de génération, par exemple. Le bouquin qu'on a écrit, d'ailleurs, traite de ce sujet-là. Je trouve ça assez décontractant parce que quand on parle du projet de génération en astrologie, en fait, on utilise les planètes transpersonnelles, que sont Pluton, Neptune et Uranus. Le fait donc c'est du transconscient et de l'inconscient collectif. On n'est pas tout seul à avoir un projet de génération. On n'est pas tout seul à y répondre. On y répond en groupe. Et je trouve ça très intéressant à étudier. J'ai beaucoup aimé écrire le livre, et puis après, même en consultation, je m'en sers évidemment beaucoup. Il y a un truc très décontractant de se rendre compte, je crois, qu'on est... Oh putain, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et alors, bien sûr, on a nos spécificités individuelles qui font toute notre beauté et tout ça, mais sur un plan inconscient, il y a des grandes lignes quand même auxquelles on est invité à répondre en groupe. J'aime bien cette idée. Tu vois, il y a un côté, on est complètement interconnectés, ce qui ne nous empêche pas d'être hyper singulier. On est singulier et pluriel. Ça, j'aime assez. Et tu vois, on retrouve du coup un petit peu cette idée qu'on est une permaculture humaine. On le voit de plus en plus avec la nature, ça revient, et Dieu merci, il y a de plus en plus de gens qui sont en conscience de ce fonctionnement. En fait, la nature, si on la laisse, elle va bien. Et pour l'humanité, il y a un peu de ça aussi. Tu vois, on fonctionne et on est interconnectés tous en groupe, et c'est vraiment pas pour rien. Et derrière ça, tu vois, si on tire un peu le fil de la philosophie qui peut être sous-jacente à ça, c'est tout seul on ne fait rien. Le fait qu'il y ait des fonctionnements différents, des gens parfois, tu sais, on les a dans le pif, où on se dit, bah tiens, celui-là, le président, le truc, le machin, c'est pourri. Ouais, non, c'est essentiel. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'adversaire momentané, mais ça veut dire qu'on est unis et interconnectés complètement. Et tu vois, il y a un côté assez décontractant, je trouve, d'arrêter de se dire, de la même manière qu'on peut ne pas arracher sauvagement toutes les mauvaises herbes du jardin. Elles ont un sens, elles ont une place. Et l'astrologie fait ça assez bien, je trouve. Tu vois, comme il y a une dimension individuelle et collective, ça permet d'avoir un regard comme ça sur ce fonctionnement en permaculture humaine, et d'aider à trouver, je continue ma métaphore, d'aider à trouver une écologie intérieure. Pour moi, c'est vraiment une discipline qui peut aider et soutenir la conscience à trouver une plus grande écologie intérieure. Et justement, par rapport à
à ces éléments qu'apporte l'astrologie, donc sur la, la connaissance de soi, en quoi une carte du ciel ou l'influence des planètes, en quoi elles ont un lien en fait avec l'humain et quelle est cette interaction en fait qui existe? Ouais, magique, merci pour cette question. Bah, y a pas d'influence. Non. Alors, jusqu'à preuve du contraire. Moi, tant que scientifiquement on m'aura pas dit ça y est, oui, on a trouvé, il y a véritablement une influence, c'est-à-dire que Neptune, ça fait ça sur l'être humain magnétiquement ou je sais pas quoi. Bon, tant qu'on m'a pas dit ça, bah, y a pas d'influence en fait. Le jeu de l'astrologie, c'est un jeu, encore une fois, de symboles. Et la grande loi de l'astrologie, c'est ce que Charles Vouga appelait la loi d'analogie et de correspondance. L'idée, c'est que si par exemple là, on sortait ton thème natal, ton heure, ta date, ton lieu de naissance exact, en fait, ça nous dit juste, tu es à l'image du ciel qui t'a vu naître. C'est comme une analogie. Au temple de Delphes, il est inscrit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est exactement le même effet de miroir. Ce qui est sur Terre est comme ce qui est au ciel, et ce qui est au ciel est comme ce qui est sur Terre. Donc en fait, quand on tourne notre regard vers le ciel, au moment par exemple où toi tu es né, on a un miroir des énergies que tu es venu incarner. Comme si tu étais venu incarner un moment du temps, en quelque sorte, que tu vas déployer dans l'espace et tout au long de ta vie. Donc c'est pas tellement que oh là là, la lune en cancer, ça fait ça sur nous, ça nous influence. Oh là là, bah puisque tu as Pluton, schtroumpf. Non. Enfin, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas une influence, c'est une correspondance et c'est une analogie. De la même manière que, tu vois, dans d'autres traditions, on se rend compte que tu as beaucoup de traditions qui nous disent ça, que l'être humain est à l'image de l'univers. Quand tu regardes par exemple l'arbre des séphirotes de la Kabbale, c'est un plan de l'univers, c'est un plan du corps humain. Il n'y a pas de différence, tu vois. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a une analogie, une interconnexion entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc on est à l'image de l'univers et une carte du ciel en fait nous donne le ciel de naissance qui est à ton image, comme tu es à la sienne. Et du coup, toi, avec ces deux grands outils-là, du coup, l'ostéopathie et l'astrologie, comment elles t'ont aidé, soutenu sur ton chemin? Alors l'ostéopathie, bah déjà sur un plan très pratique qui est celui du corps évidemment. Moi j'ai eu la chance d'avoir par exemple un appareil dentaire pendant très longtemps, ce qui m'a généré beaucoup de soucis comme des maux de tête, du bruxisme, des choses comme ça. Et bah ça, le problème c'est que la médecine n'a pas de réponse à ça, n'a pas de solution et l'ostéopathie en a. Donc déjà de manière très pratico-pratique sur moi, c'est une discipline que j'aime beaucoup, que je trouve hyper soutenante, notamment pour des trucs comme ça. Et le fait de la pratiquer, l'ostéopathie, bah, t'as l'impression de contribuer un peu, quoi. De contribuer à la santé, de contribuer à faire en sorte que peut-être l'être humain qui est venu te voir, il arrivait avec des douleurs et puis avec des choses qui se... une douleur, il y a presque souvent quelque chose qui a l'air de se déchirer à l'intérieur. Tu sais, c'est plus moi et mon corps sommes un, c'est genre ah mon corps, saloperie, il fait mal, tu vois. Et bah de remettre et refaire circuler la santé, il y a quelque chose de réunifiant, je trouve. Ça, j'aime bien contribuer à ça. Et puis bah comme on est tous en interconnexion, toi aidant à réunifier quelque chose, bah on te le renvoie aussi. Donc c'est une relation praticien-soignant et patient que j'aime beaucoup. Et puis ça permet de prendre soin aussi, parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup des espaces, tu sais, où là on peut dire genre, là, tout de suite, maintenant, l'espace, il est pour toi. Et avec quoi tu viens. Et d'avoir vraiment en général, je reçois les gens 3/4 d'heure, bah pendant 3/4 d'heure, je suis contente d'être au service de tout cet espace. C'est pour la personne, pour l'intelligence de son corps, pour sa santé, pour son bien-être. Et parce que je suis convaincue que plus on est unifié, tu vois, déjà dans le corps, et après peut-être avec l'astrologie sur le plan plus psychique, émotionnel, ou le plan de l'âme, si on veut, plus on est unifié, plus on est entier, plus on apprend à s'accueillir, à s'aimer, à être en tendresse avec soi-même. Mon Dieu, apprenons à être en tendresse. Plus on apprend à faire ça,
plus on est en écologie intérieure, et plus on est en écologie extérieure. Tu vois, j'en discutais récemment avec un ami qui est très très attaché à l'écologie pour la planète. Je sais que c'est aussi ton dada, bien sûr. Moi, j'arrive moins à passer par là, mais par contre, je m'attache à passer par l'écologie intérieure. Il n'y a pas de différence intérieur-extérieur. Si on est bien avec nous-mêmes, pourquoi on va aller taper sur son voisin ? Pourquoi, si on n'est pas en train de croire qu'on est en contrôle de son corps ou qu'on est contre lui, comment est-ce qu'après, dans nos relations, on peut continuer d'être contre l'autre ? Tu vois, c'est cette idée que tous les systèmes qui génèrent de la souffrance et de la violence, les systèmes de domination-soumission, les jeux de pouvoir, etc., en fait, ça commence chez nous. Ça commence chez nous. Et d'ailleurs, dans l'astrologie, j'aime beaucoup rajouter des notions de CNV, de communication non violente, entre autres outils que j'aime beaucoup. Mais parce que c'est une manière de s'unifier, d'être... Ouais, je trouve pas d'autre terme, mais d'être en écologie interne. Si t'es bien, si t'es en train de rayonner, d'être exactement qui t'as envie d'être, mais on va pas taper sur sa femme. On va pas pourrir la nature en la recouvrant de bitume. Tu vois, c'est... Du coup, voilà, si tu veux, par ces deux pratiques, le lien que je peux faire, c'est ça, c'est d'essayer de s'occuper de nos intériorités, de prendre soin et de prendre conscience que ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça va se répercuter en manifestation extérieure dans la matière et de manière très très concrète, en fait. Donc j'aime bien se prendre soin de nos intériorités, de nos consciences, et de permettre que du coup ce soit plus le cœur qui parle, plus que le mental un petit peu séparatiste. Donc à faire. Et justement, comment pour toi est-ce qu'on peut revenir plus près de ce cœur, ces intentions, cette présence à soi, aux autres, à la vie en fait, où qu'elle soit? Il y a plein de manières. Il y a plein de manières. Mais quand on a un doute, on peut toujours demander à son corps déjà. C'est très commode. Encore une fois, le corps ne ment jamais. Et retourner dans son corps, dans sa matière, vraiment prendre le temps de s'incarner, de se sentir, de sentir ce qui se passe dans le corps aussi. Et là, on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens ils ont une émotion, par exemple. Ils n'arrivent pas à faire le lien sur ce qui se passe au niveau du corps. Mais quand on a une émotion, alors mettons c'est une émotion de tristesse, de colère, etc. Mais le corps immédiatement il réagit à ça, il est en tension, ça fait peut-être un nœud au ventre, ça fait peut-être des trucs dans la gorge. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent même plus faire ça. Qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Et de revenir toujours lui poser la question, d'être en dialogue en fait avec lui. Parce que c'est notre véhicule d'incarnation et c'est notre meilleur ami et il a une puissance. Le corps, il appartient à la Terre, c'est un neurone de la Terre. Donc on peut toujours revenir lui poser la question, ça peut réapprendre à se sentir, à respirer, qu'est-ce que je suis en train de goûter quand je me nourris, etc. Ça peut être une manière. Et après, je crois qu'on peut toujours essayer de changer un petit peu nos réflexes de fonctionnement. Parce qu'en interne, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais on a plusieurs voix en même temps dans la tête. C'est pas que moi, non, ça va, c'est pas comme moi. On a plusieurs voix en même temps dans la tête et c'est comme des parts de nous qui cherchent à s'exprimer. Et il y a des parts qui n'ont pas tout à fait le même âge que nos âges adultes. Ça, c'est des choses qu'on travaille beaucoup en IFS, en accompagnement individuel avec la CNV, avec les MAI, ce genre de choses. Mais c'est d'aller remettre du dialogue déjà avec notre corps, petit 1, et 2, avec chacune des parts qui nous constituent. Parce que souvent, on n'est pas en dialogue. Les voix, elles parlent, tu vois, les unes sur les autres. Exemple, t'as un problème, genre, je sais pas quoi, le plombier est en retard. Bon, le plombier est en retard. Alors, dans ton corps, déjà, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce qu'en fait, mon Dieu, merci, il est en retard, j'étais pas prête, j'avais pas le temps. Oh, c'est trop bien qu'il soit en retard, génial. Ok, dans le corps, c'est détendu, etc. Ça dit oui, tu vois. Ou alors, fais chier ce plombier. Et là, le mouvement dans le corps, c'est plus du tout le même. Et déjà, s'accueillir avec ça. Et par-dessus ça, on va avoir différentes voix. On va avoir la part, oui, pas quand même, ça ne devrait pas être. Et puis l'autre qui dit, oui, mais bon,
tu sais pas, il a peut-être eu un problème sur la... Tu vois, cette espèce de marasme comme ça, psychique, interne, ça, on l'a un peu tous, tu vois. Et, le problème, c'est que la plupart du temps, on est violent avec ça, parce qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas ce qui se passe. Là, mon exemple est assez bateau, mais en vérité, s'il y a une part de nous qui est vraiment comme... vraiment agacée, quoi, parce que ça la rejoint pas du tout, cette affaire, ce retard et tout, non, c'est pas correct. Il y a un besoin pour cette part qui est pas rejoint. Et en fait, ça, on peut, au lieu de se dire, oui, bon, bah, chut, hein, façade, on fait comme si de rien, machin chose, on peut avoir ce mouvement de se dire, hey, je me mets 2 secondes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et peut-être je vais me rendre compte que, ah bah oui, là, ce qui parle en moi en disant j'ai le retard ce plombier, ben, en fait, c'est peut-être une part qui a un énorme besoin de faire bon usage de son temps et son énergie, et qui là a tellement besoin de repos que ce retard qui décale toute la journée, machin, c'est juste pas tolérable. Et au lieu de se dire genre fais bonne figure, et en même temps tu vas pas faire bonne figure parce que tu vas lui râler dessus au plombier, tu vois, on met de la violence à l'extérieur, alors que si on avait 2 secondes pris le temps de s'accueillir peut-être avec ce qui était en train de nous traverser, genre oh waouh, là ouais, j'ai besoin de repos, j'ai vraiment besoin que mon temps, mon énergie se soit bien réparti, ah ok, je vais pouvoir agir là-dessus et nourrir mes propres besoins, au lieu d'aller à l'extérieur et faire dis donc petit plombier, c'est dégueulasse d'arriver à cette heure-là. Tu vois. Bon, l'exemple est bateau, mais de la même manière qu'on peut apprendre à écouter notre corps, on peut apprendre à écouter et se remettre en dialogue avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que tant qu'on est... toutes les choses dont on n'est pas conscient, elles nous ont. On n'est pas libre. Et bah, si on n'est pas libre, on ne peut pas choisir le monde dans lequel on a envie de vivre. On ne peut pas créer ce qu'on a véritablement envie de vivre avec notre cœur. Et le fait de voir, tu vois, d'avoir ce petit mouvement, même sur un exemple bateau du plombier, ce mouvement de retour vers soi et d'écoute intérieure, il y a un moment, ça va nous amener, les besoins dans le sens de la CNV, c'est vraiment les forces motrices de la vie, et on va y trouver nos aspirations, nos plus chères aspirations. Et on est sur Terre, pourquoi si c'est pas pour réaliser ça, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire en fait? Et dans nos profondes aspirations, il n'y a pas de « je veux bousiller tout le monde ». Hein. Non, ça c'est autre chose. C'est une stratégie pour nourrir d'autres besoins. Donc c'est autre chose. Et de revenir dans ces mouvements qui nous mettent en vie, tu vois, quand on a des élans, des trucs qui vraiment nous dynamisent, on se dit mais là, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie, il y a... Ok, là, mais si t'as envie, c'est que t'es en vie. Et go. Et là, on y va. Mais si on ne fait pas ce mouvement de 2 secondes, s'arrêter, respirer, prendre le temps et rester avec, et prendre le temps d'éprouver dans le corps ce qui est en train de se passer, on perd en liberté, parce qu'on perd en conscience. Et du coup, que ce soit par l'ostéopathie ou l'astrologie, j'aime bien, tu vois, tous les endroits où on peut ramener de la conscience, tout ça, c'est que des choses qui réouvrent le cœur. Et un cœur ouvert, déjà, il est moins brisable, contrairement à ce qu'on croit. Et puis, on peut vraiment co-créer à partir de ces mouvements-là un monde avec plus de tendresse, je pense, et plus de lumière, certainement. J'espère. Et justement, c'est quoi tes envies à toi dans tes futurs projets, dans tout ce que tu fais? Bah, je crois que je suis un peu une éternelle chercheuse. Donc, l'astrologie, c'est quelque chose que je continue, évidemment, où on fait beaucoup, avec mes 2 collègues, on fait beaucoup de recherches. Ça me tient à cœur. J'ai à cœur aussi de l'enseigner. Donc, on a déjà tout un programme de formation en ligne, et on continue de l'enrichir à mesure pour que vraiment ce soit à la fois qu'on redonne un peu ses lettres de noblesse à l'astrologie et qu'on la rende accessible à qui en aurait l'élan. Donc ça, je continue de travailler là-dessus. Il y aura sûrement un autre bouquin, mais tranquille, chaque chose en son temps. Ça, et puis... et je pense que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de continuer la formation en CNV, donc en communication non violente. J'aime aussi beaucoup l'accompagnement par une pratique qui s'appelle Access Consciousness, qui est en gros une technique de déprogrammation, reprogrammation,
tu vois, mais qui permet d'aller aux racines de certaines croyances, d'essayer de dézinguer un peu la racine et se dire, ok, maintenant, liberté, quel autre choix, tu vois. Donc ça, je pense que c'est des trucs qui vont se rajouter. Et tel que je le vois là tout de suite maintenant, je pense que ça peut tout à fait bien se canaliser dans les deux outils, les deux cadres. Donc le cadre de l'ostéopathie en cabinet et le cadre de l'astrologie. Je pense que ça peut tout à fait s'insérer dans ces cadres-là. Mais peut-être qu'il y aura d'autres cadres, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, tenir ce chemin de conscience, de liberté et de joie. Ouais. C'est un peu ça le projet, quoi. La joie. Et justement, aussi, ton regard sur l'époque qu'on vit et ta vision pour l'avenir. Ah là, je ne peux que répondre avec l'astrologie, c'est pas possible. On vit une période qui est assez particulière. En tout cas, l'astrologie nous propose une grille de lecture de ça, que je trouve assez intéressante, et qui nous dit par exemple que il y a des grands signes formés par des grands cycles formés par les grandes planètes, et on est pris comme ça dans une espèce d'horloge cosmique, si tu veux. Et il s'avère que l'époque qu'on vit, elle est assez analogue à celle de la Renaissance, sous plein d'aspects. Je passe les détails, hein, mais sous plein d'aspects, il y a une espèce d'analogie à ce niveau-là. Et il y a une analogie également avec la période de la Révolution française et des révolutions américaines d'ailleurs. Donc on est dans une espèce de phase où depuis début du cycle 1892, le cycle de Pluton-Neptune, on est dans un renouvellement de paradigme. C'est un cycle qui est très long, c'est un cycle de 500 ans, dont l'apogée sera en 2140, donc on a le temps. On a le temps, mais on est dans cette espèce de phase où on est dans une espèce de chaudron alchimique, où il y a plein de trucs qui s'agitent. Il y a une pression, il y a des tensions collectives très fortes. Je n'ai pas besoin d'imager, je pense que tout le monde les sentira. Mais c'est un espèce de chaudron dans lequel on est en train d'amasser des graines, d'amasser des idées, où il y a des choses, tu vois, qui commencent comme à bouillonner un petit peu dans le fond. Alors c'est très frustrant parce que c'est pas encore sorti, tu vois, on sait pas encore quelle soupe on est en train de préparer. Mais il y a énormément de choses qui sont mises en tension, mises en pression, mais un peu comme, tu sais, tu vois ces anciennes petites voitures là qu'on devait reculer comme ça, et après tu les lâches et boum. Voilà, là on est dans la phase de attends, je la fais reculer, et à un moment ça va se relâcher et ça va s'élancer vers autre chose. Mais là on est encore en train de reformuler un nouveau paradigme. Donc encore une fois, l'apogée sera en 2140, donc il y a le temps. Mais on est tous du coup là collectivement un peu en train d'œuvrer à ça. Par ailleurs, avec l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, ça risque de beaucoup nous pousser là pour les prochaines 20 années à venir à revisiter vraiment c'est quoi la liberté, c'est quoi l'égalité, c'est quoi la fraternité, c'est quoi l'équité. Comment, bon sang, est-ce qu'on arrive à fonctionner en commun? Donc ça peut nous amener des épreuves, entre guillemets, collectives. Alors par exemple, la montée des communautarismes, tu vois, ça peut être ce type d'épreuve. Mais en tout cas, l'idée, c'est que graduellement, on arrive à faire émerger et remettre en valeur c'est quoi les communs à l'humanité. Et qu'est-ce qu'on fait des communs à l'humanité? Est-ce qu'on va privatiser l'eau? On va privatiser l'air? On va faire ça vraiment? Tu vois, donc ça va nous pousser certainement dans ces dynamiques-là, sur l'utilisation des technologies aussi, qu'on voit déjà un petit peu avec l'intelligence artificielle ou ce genre de choses. Donc il y a comme ça une initiation collective qui est en route pour réussir enfin à manifester un paradigme qui soit plus proche de l'amour et la fraternité que de quelque chose de très séparatiste comme on a eu auparavant avec l'ère des poissons. Voilà, c'est vraiment des grandes lignes, mais on le sent de toute manière socialement, collectivement, ça dépend des pays encore, mais tu vois, il y a quelque chose qui cherche à monter, qui cherche à venir en conscience, et il y a des trucs très rudes à vivre, qu'on vit socialement, et selon certains milieux, ça peut être franchement écœurant, rude et difficile. Et en simultané,
on l'observe, je pense, toi comme moi et certainement d'autres, j'espère, à quel point, depuis le plan local, on arrive à refaire émerger des collectifs qui commencent à fonctionner autrement. Donc pas sur des modes hiérarchiques qui fonctionnent plus en circulaire. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Et c'est que des ébauches et des trucs qu'on rajoute à notre petit classeur là pour vraiment essayer de faire sortir un collectif et une organisation sociale qui soit un petit peu différente. Mais ça prend du temps. Enfin, là, tu vois, je te parle d'un cycle qui fait 500 ans. Donc, faut pas être trop pressé. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas de belles surprises avant 2140, mais ça veut dire que chaque chose prend son temps et que on est vraiment chacun parfaitement à notre place à ce moment-là, là où on est, et qu'on peut vraiment s'autoriser à lancer des idées, à lancer des projets, à essayer de bâtir quelque chose de nouveau, quoi. S'il y a un grand architecte à tout ce bazar, j'ai tendance à croire qu'il n'y a pas tellement de hasard dans tout ça. S'il avait voulu quelqu'un d'autre, par exemple, à ta place, il aurait mis quelqu'un d'autre. S'il avait voulu un deuxième Jésus, il aurait mis un deuxième Jésus. À la place, il a mis toi. Et si c'est pas pour que toi, tu te saisisses de tout ce que tu es et que tu œuvres à partir de ça, c'est quoi l'intérêt ? D'ailleurs, tu le comprends très bien parce que tu le fais. Mais tu vois, on est à notre place. C'est parfaitement OK et allons-y. Mettons des idées qui font que la nature est plus belle, qui fait qu'on respirera mieux, qui fait qu'on se nourrit mieux. Et il va falloir qu'on y aille collectivement. Mais c'est vrai que ça commence par prendre soin de soi. Tant qu'à faire. Et justement, comment est-ce que toi tu fais ou comment est-ce qu'on pourrait faire pour, dans cette époque un peu de tension, de challenge, d'émotion, de tout mélanger, pour justement mettre un peu plus de joie, de douceur, de tendresse, tu disais Je crois que la joie, c'est notre nature. On est ça. Quand on la perd, c'est qu'il y a des nuages devant. Donc, il faut s'occuper des nuages. Et je crois qu'encore une fois, plus on va faire ces mouvements de conscience, d'aller regarder les nuages intérieurs qui font que ça cache notre joie et notre élan d'avancer ensemble et d'avancer vers quelque chose de beau en collectif, faut aller y voir, quoi. Il n'y a pas le choix. Enfin, il n'y a pas le choix. Si, il y a le choix. On reste libre, mais entrer en tendresse avec soi, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Exemple, je suis devant ma télévision et une annonce de notre président, ou un résultat d'élection, ou le journal local qui me dit que tiens, le maire, en fait, il va faire ceci, cela, bref, peu importe. Un truc qui va me mettre en réaction. J'ai toujours plein de choix. Est-ce que je vais aller râler sur ce maire qui, par exemple, fait pas exactement ce qui m'arrange à l'extérieur, ou est-ce que je vais aller regarder en moi ce qui se passe ? Et c'est pas de moi, c'est Issa Padovani qui dit ça. Je trouve ça c'est un mémo mais absolument formidable. On a toujours deux choix, se tendre ou être tendre. Et on n'a pas la main sur notre réactivité première. Tu vois, le truc qui fait que oh là là, ça m'énerve. Ouh, le maire, ça va pas du tout. Ou le président, je sais pas quoi, ou qui on veut. Oh, ça m'énerve. On n'a pas la main là-dessus. Par contre, on a la main sur ce qu'on fait après. Est-ce que je reste à me tendre ou est-ce que je haye ? Mettons de la tendresse à l'intérieur. Tu sais, on a tous cette aptitude et on le fait tous très bien. Tu vois un petit chaton, tout petit, tout joli, en plein milieu de la route. Tu vois cette espèce de mouvement qu'on a à faire genre oh, petit chou et à le prendre dans nos mains et être en infinie tendresse avec ça. Mais on sait le faire. Pourquoi on le fait pas avec nous ? Voilà. Et en fait, on a vraiment cette aptitude. C'est juste à un moment le choisir. Face à ce qui, par exemple, s'agite sur une colère en moi, est-ce que je reste en tension avec ça ? Ou est-ce qu'à un moment, je regarde le truc en me disant « Waouh, chouchou, il y a tout ça, quoi. » Ouais, ça te met vraiment en colère. Et là, peut-être CNV, on va aller chercher c'est quoi le besoin vraiment qui est derrière ça ? Parce qu'il y a tout, derrière n'importe lequel des trucs qui nous stimulent et de nos émotions et de nos réactions, etc. Et il y a un besoin, puisque c'est les forces motrices de la vie. Qu'est-ce qui est derrière cette colère ? Et d'aller se mettre
en empathie et en attention vers ce qui s'agite en nous, au lieu de faire comme d'habitude et de faire oui, bon, bah, ça va, maîtrise-toi, hein, c'est bon, hein, on passe à autre chose. On peut le faire de temps en temps, c'est ok, hein, bien sûr, des fois on en a besoin pour fonctionner au quotidien, mais quand on a l'espace, mais mon Dieu, pourquoi on se tourne pas avec tendresse vers ce qui s'agite? Quand bien même ça n'a pas l'air reluisant. Tu vois, des fois c'est facile hein, d'être en tendresse quand tu te dis oh là là, j'ai vraiment fait un truc super, oh là là, mais dis donc, aujourd'hui je suis très très bien. Bon, bah c'est facile, tu vois, tu te dis oh chouchou, t'es vraiment très très bien aujourd'hui. Bon, mais les jours où on est vénère, en colère, triste, déprimé, où tout nous agace, etc., c'est à ces moments-là que vraiment on n'a pas la main, encore une fois, sur notre réactivité, mais après, ce que le Bouddha appelait, c'est la deuxième flèche. T'es pas obligé de t'envoyer la deuxième flèche dans la tronche, quoi. On peut revenir à se dire, oh, waouh, je m'arrête 2 secondes et je prends le temps de voir ce qu'elle a pour moi, quoi. Parce que si on est capable de faire ça en auto-empathie avec nous, on peut être en auto-empathie avec le chaton, avec le maire qui nous a énervés, avec la nature, avec son voisin, avec... Et du coup, on n'est plus du tout dans le même monde. Il y a un moment, c'est pour ça que j'aime bien m'occuper des humains aussi individuellement, parce que ce qui est individuel, c'est universel. Ce qui est intime, c'est universel. Ce qui est intime, c'est politique aussi, d'ailleurs, tu vois. Donc, quand tu es avec un individu, il y a des mondes à l'intérieur d'un individu. Et si on a la main là-dessus. Tu vois, c'est-à-dire que des fois, on se pose la question politiquement, on se dit, ah bah tiens, là, non, vraiment, ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me sens impuissant ou impuissante, etc. Ouais, c'est vrai qu'il faut être beaucoup, il faut bouger. Bon, il peut y avoir des Gandhi, etc., qui à eux seuls font bouger fort, et c'est génial. Mais pour nous autres, eh ben, on a toujours la main sur ce qui se passe en nous. Et plus en nous, on a cette relation d'empathie, de tendresse, d'accueil, et parfois de rigueur aussi. Hein. Tu vois, pour des fois, quand tu as fait un certain cheminement de conscience, identifier que « oh merde, je fonctionne comme ça » et tout, bah, il y a un moment, il faut un peu de rigueur pour choisir que « hey, stop ». On remet un cadre, donc il y a les deux, hein, c'est pas être flan-flan ou cuculer les petits oiseaux. Il y a vraiment les deux mouvements d'accueil et de positionnement. Mais sur nous-mêmes, on a toujours la main, on a le pouvoir. On a notre puissance. Et plus on est au contact de notre puissance, moins on est en pouvoir sur les autres. En CNV, ils disent, on n'est pas en pouvoir sur, on est en pouvoir avec. Et moi d'abord, et les autres avec. Tu vois, c'est ce mouvement-là. Et donc on a toujours beaucoup de puissance chez nous. Mais pour ça, il faut commencer par nous, quoi. Avant ensuite de se regrouper et puis d'agir ensemble. Carrément. Parce que si on a c'est très pratico-pratique en fait. Si tu as pris un temps de... Si je reprends l'exemple du maire qui a fait je sais pas quoi dans le village, ça te plaît pas, machin, donc tu t'énerves, tu mets un peu d'empathie vers toi, tu identifies le besoin qu'il y avait peut-être dessous. Et tu as fait vraiment cette espèce d'œuvre juste de gentillesse, quoi, et de bienveillance avec soi. On va pas se retaper dessus, tu vois. Bah forcément, le voisin qui arrive sonner à la porte pour te demander des œufs, t'es en tranquillité, t'es en accueil de lui. Alors que si on était resté genre comme ça, bah, ça marche moins bien. Mais à partir du moment où on est bien en soi et qu'on a fait ce travail en soi d'auto-empathie, on va pouvoir être en empathie avec les autres et donc commencer à fonctionner ensemble. Si je suis incapable de me mettre en empathie quand il y a besoin avec mon collègue dans tel assaut ou je ne sais quoi, on va avoir du mal à fonctionner ensemble. On va se pouiller la truffe, tu vois, il va forcément se passer des trucs qui sont pas notre rêve en fait. Alors que dès qu'on cultive un petit peu cette gentillesse intérieure, je trouve ça rend les choses beaucoup plus faciles de vivre un rêve en commun. Hein. Et déjà, on a déjà du mal à le faire avec nous. Après, en couple, avec un autre, c'est pas toujours facile. Avec nos amis, en général, c'est plus fluide. C'est pas les mêmes enjeux, tu vois. Mais bon, quand même, des fois, voilà. Et donc après, si on parle d'une association ou d'un mouvement politique, forcément que là, on a besoin d'être conscient qu'ils vont avoir cette aptitude à revenir se donner de l'auto-empathie, à donner de l'empathie, à entendre vraiment ce qui est présent chez l'autre. Et pour ça, il faut beaucoup de curiosité. C'est une super qualité, en fait, la curiosité. De l'avoir la curiosité de « Oh,
il réagit comme ça, l'autre. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Mais il faut avoir de la curiosité pour soi d'abord. Sinon, t'as pas d'espace disponible pour avoir de la curiosité pour le voisin qui vient de hurler au milieu de la rue. Bon, ça t'intéresse pas du tout, puisque toi-même, t'as besoin d'empathie. Donc, je sais pas, je trouve que la CNV propose un bon outil. L'astrologie en est un aussi, tu vois, de retour vers j'ose me regarder, j'ose me redonner, regarder ma beauté, parce que c'est singulier. Et avec, il y en a plein d'autres, hein, des outils, honnêtement. Faut vraiment aller vers ce qui anime et vers les trucs qui nous appellent d'instinct. On peut en général avoir confiance en ça. Mais chaque discipline, en général, ramène à cet endroit de tendresse, d'amitié avec soi, et donc de véritable amitié avec les autres, avec le collectif, et avec la nature, parce on fait partie intégrante de la nature. Et c'est quoi, justement, tu parlais de rêve, c'est quoi le tien? Pour le monde ou pour ma carcasse? Les deux? Alors, oh waouh. Je cherche un truc pas trop grand. On veut du grand, nous? Non, tu sais, j'ai une bêtise qui me vient dans la tête. Je sais pas si alors là, ça va faire étalage de ma culture cinématographique merveilleuse. Il y a un film qui s'appelle Miss Détective. Parce que tu as vu ce film? Non. C'est pas un grand film d'auteur, on va se mentir, mais c'est un concours de Miss. Et pendant une longue partie du film, il se moque joyeusement des Miss qui répondent c'est quoi votre rêve, et qui répondent la paix dans le monde. Moi, je veux la paix dans le monde. Et donc voilà, quand tu me poses la question, j'ai un peu ce truc de ouais, une vraie paix, et la paix, c'est pas, tu vois, je sais pas, quand on dit ça, j'ai l'impression que des fois on se dit oh, quelque chose de paisible, mais le paisible, ça manque pas de mouvement, c'est hyper vivant. Ça veut juste dire, pour moi, quand je dis la paix, c'est quelque chose qui est inverse au mouvement de violence et de résistance contre soi, contre les autres, contre ce qui est, contre la nature. Tu vois, toutes ces espèces de divisions, de domination, de trucs. Bon, ça, violence, aime pas. Paix, de l'autre côté, je préfère. Et c'est très vivant. C'est très vivant, et c'est là que la joie, elle peut s'exprimer. Ouais, si on arrivait à être plus en joie et plus libre, et puis ça c'est un peu un rêve, ouais, que vraiment de plus en plus on se ré en puissance, on se réapproprie notre puissance de créer, pas de subir, tu vois. Et parce que quelqu'un dans sa puissance, il n'a pas envie d'écraser. Est-ce que par exemple Dieu Tout-Puissant aurait envie d'écraser qui que ce soit? Bah non, si tu veux que ça lui foute, il est tout-puissant, il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois, donc un peu dans cette idée de récupérer notre aptitude à créer nos vies et à commencer à incarner vraiment les changements. Enfin, c'est pas de moi ça non plus, hein, mais soit le changement que tu veux pour le monde, bah oui, ouais, clairement. Et moi, je sais qu'en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à relationner avec les gens que je sens être dans cette conscience, dans cette force, parce qu'il faut vraiment de la force. Mais ça permet tellement d'amour, je crois. Et ça pour le monde. Et perso, du coup, pareil, quoi. La même. De la joie, de l'amour, de la paix. Ouais. Merci, Faustine. On arrive à la fin du podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Je vais aller écouter ce qu'ont répondu les autres. Je trouve ça terriblement difficile comme question. Peut-être quelque chose de l'ordre de... Je vais rester sur ma dynamique de prendre soin de chacune des individualités, des singularités qu'on est. Chacun d'entre nous, on est vraiment beau. On a de l'ombre qui est qu'un potentiel de lumière qui demande que être ensoleillé d'amour. Et on a vraiment une beauté, on a vraiment une singularité, et on est véritablement interconnectés.
regardons, je crois, chacun à quel point on est beau, vraiment. C'est ce que j'aime avec l'astrologie, c'est qu'en général, quand on sort des consultations, on se dit waouh, tu sais, c'est pas une beauté esthétique du style c'est un joli cadre, bien propre, bien droit, donc ça, on estime que oh, ça c'est joli. Non, en tant qu'être humain, on est. Alors là, je vais faire un truc qui est pas du tout radiophonique, mais genre de travers, tu vois. On est de travers et pourtant on est unique là-dedans. Il y a que nous qui pouvons être exactement ce qu'on est en train d'être, mais c'est un miracle en soi. C'est une beauté dingue. Et même si ça a l'air de traviole et que ça n'a pas la même forme que le voisin et que des fois on n'y arrive pas bien et que machin, et que ça n'a aucune espèce d'importance. On est sublime, quoi. Voilà. Au moins, si dans votre journée, à vous qui écouterez ce podcast, on vous a pas dit à quel point vous étiez sublime, mais vous êtes sublime. Et plus on aura conscience de ça, peut-être plus on saura et on apprendra à s'aimer mieux, à s'aimer plus fort et à s'aimer ensemble. Eh ben, un grand merci pour ce magnifique mot de la fin. Vous trouverez en description du podcast tous les liens vers les activités de Faustine, son livre, etc. Et vous y trouverez également un lien pour soutenir l'association nutritive et planter des forêts comestibles avec les enfants. Encore un grand merci, Faustine. Merci à toi et merci pour ce que tu fais. Tu es sublime, je te l'ai dit. Merci à toi aussi. Et à bientôt pour un prochain podcast. Merci beaucoup.